Mais en fait, si tu veux, cette question, encore une fois, renvoie un peu dans la droite ligne des autres questions que tu as posées, à ce que j'appelle les transpositions historiques de certaines pratiques culturelles qui avaient lieu à qui avaient lieu à d'autres époques et qui ont encore lieu aujourd'hui, mais sous d'autres formes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, il est tout à fait permis à un homme ou même à une femme d'avoir des rapports multiples. Il n'y a rien qui interdit cela aujourd'hui, dans une société libre et ouverte. Tu vois, le problème, c'est l'inscription législative des relations multiples qui pose problème. Tu vois, qui est en fait très différent. Et la raison pour laquelle ça choque aujourd'hui, c'est parce que cette inscription législative entraîne une sorte d'asymétrie entre les droits d'un homme et les droits d'une femme. Si demain, par exemple, tu dis dans une société sécularisée et ouverte, l'homme et la femme ont le droit d'inscrire dans la loi les rapports multiples qu'ils désirent avoir, ça choquera moins. Le problème, c'est pas la multiplicité des rapports. Le problème, c'est qu'il y a un traitement différencié entre l'homme et la femme. C'est essentiellement ça qui pose problème. C'est pas la polygamie en tant que telle, tu vois. Dans une société libre et ouverte, dans les faits, les hommes et les femmes aujourd'hui peuvent tout à fait se retrouver dans des situations où ils ont plusieurs partenaires, non pas nécessairement des partenaires qui sont fixes, mais aujourd'hui, la société fait en sorte que c'est pas soit tu es célibataire, soit tu es en couple. Il y a toute une gradation entre ces deux réalités qui fait que les gens bricolent des nouvelles formes de relations. Alors, le problème de la polygamie, c'est qu'elle s'inscrit parfaitement dans la société arabe du 7e siècle et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est essentiellement une protection, en tout cas dans le contexte du 7e siècle, il est d'une protection pour la femme. Encore une fois, si tu prends en considération que la femme n'avait aucun statut, qu'il était une propriété, ben, tu pouvais jouir d'une femme. Tu pouvais même éventuellement la partager avec tes amis. Ça, c'est le concept de prostitution dans le Coran. Une des occurrences de la prostitution, c'était ça au 7e siècle. C'était que tu avais une femme qui t'appartenait et que pour honorer, par exemple, tes amis ou tes invités, tu la prêtais et elle était obligée de se donner. Tu vois, c'était pas nécessairement un rapport sexuel contre de l'argent dans ce cas-ci. Donc l'idée même de la prostitution qui est soulevée ici dans le Coran, c'était cela. Donc le rapport homme-femme en tant que tel était régi par des lois. Bon, maintenant il faut que tu comprennes bien que l'idée même de la polygamie, c'est quoi? C'est que tout rapport sexuel, que ce soit entre un homme et une femme, ou un homme entre plusieurs femmes, devait être inscrit pour que la femme ait un statut légal. En fait, c'est ça, la polygamie. L'idée, c'était pas de dire, on va faire la promotion de la polygamie. Mais déjà, il faut savoir qu'à cette époque-là, la très, très grande majorité des femmes étaient toutes sous la protection d'un homme. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui était seule était une femme qui était en danger. Une femme qui était soumise aux aléas de toute une série d'événements dans sa vie qui pouvaient être très dangereux pour elle. Donc, il faut encore une fois regarder la société du 7e siècle à l'aune de l'histoire de l'Arabie du 7e siècle. Tu ne peux pas, comme cela, faire des transpositions sans étudier historiquement qu'est-ce que la société du 7e siècle. Donc, quand à un moment donné, l'islam régit la polygamie et lui met un cadre, elle est juste en train, encore une fois, de dire que dans une société patriarcale, à partir du moment où l'homme décide de se démultiplier pour avoir plusieurs relations, voilà les conditions à respecter. Et eu égard, une fois, à la société, on va dire, précédente, ça veut dire pré-islamique, on est encore dans un mouvement révolutionnaire qui donne des statuts, qui donne un statut à la femme. Maintenant, de deux choses l'une, si les sociétés estiment que ces modes-là ne conviennent pas aux us et coutumes de ce qu'ils considèrent comme acceptable, c'est leur problème. Et l'islam n'est encore une fois pas là pour ériger un modèle comme le modèle. Il n'est pas là pour dire cela. Il dit que quoi que tu fasses, il y a un cadre à respecter. Et ce cadre à respecter, c'est que toute personne doit avoir un statut et tout contrat doit être inscrit pour donner un statut, si tu veux, à ce contrat. Ensuite, l'idée même de la polygamie, bon, je veux dire, au 7e siècle, c'était tout à fait une pratique courante dans toutes les sociétés, tu vois. Maintenant, est-ce que l'islam avait tendance à vouloir l'éradiquer comme par exemple l'esclavage? Non, pas nécessairement. Par exemple, sur cette question-là, il faut être honnête. Historiquement parlant, par exemple, autant le prophète a poussé à la libération des esclaves,
et donc tu sens qu'il y a un mouvement vers la libération des esclaves, autant par rapport à la question de la polygamie, en tout cas au 7e siècle, au 8e siècle, au 9e siècle, il n'y avait pas nécessairement une volonté de s'écarter de cette pratique, tout simplement parce que c'est pas réaliste, parce que tu te retrouves dans des sociétés où tu as de nombreuses femmes qui, comment dirais-je, qui se retrouvaient sans aucune forme de protection et qui échangeaient leur, comment dirais-je, leur personne contre la protection. Et ça, c'était une pratique tout à fait normale. Et donc, tu peux pas comme ça, si tu veux arriver et dire, voilà, la polygamie, c'est un mal. Non, en fait, la polygamie, c'est un mode de fonctionnement. Tu vois, c'est un régime c'est un régime qui régit en fait, si tu veux, le rapport entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, par exemple, on est dans quel genre de société? On est dans une société qu'on peut appeler monogamie à répétition. Ça veut dire, en fait, si tu veux, les couples se font et se défont assez rapidement. Tu vois. Et puis, on est dans une société, si tu veux, libre et ouverte. Ça veut dire, les gens peuvent avoir autant de rapports qu'ils veulent avec autant de partenaires qu'ils veulent, sans aucune forme de responsabilité juridique. Après, la question de savoir quels sont les régimes qui sont meilleurs, quels sont les régimes qui sont moins bien, c'est aux différentes sociétés de les déterminer. Mais commencer comme cela à s'attaquer à un régime particulier au nom, je dirais, d'une incompréhension de la société arabe du 7e siècle, je dirais, c'est une ignorance, au pire des cas, une mauvaise foi. Tu vois, parce que dans la société arabe du 7e siècle, ce genre de pratique était une forme d'avancée par rapport à ce qu'il y avait avant. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit évidemment revenir à ce genre de choses. Je dis tout simplement qu'il est, je dirais, de la prérogative de chacune des sociétés de déterminer quel genre de rapport on souhaite. Par exemple, même aujourd'hui, je ne sais pas si tu es un peu au courant de l'évolution des phénomènes, par exemple, après le mouvement MeToo et tout ce qui s'ensuit, tu as de plus en plus de gens qui sont en train de promouvoir des applications sur smartphone qui déterminent, en fait, si tu veux, le consentement des partenaires au fait d'être ensemble avant même qu'il puisse y avoir des rapports sexuels, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que cette idée même de la liberté sexuelle, alors qu'on ne peut pas vérifier le consentement d'un partenaire, ça devient plus problématique puisqu'il y a de plus en plus d'accusations de viol après coup. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont en train de parler d'éventuelles applications qui prouveraient le consentement des deux partenaires pour justifier dans quel cadre ils sont. Tu vois. Est-ce que ça, par exemple, ça te paraît choquant? Tu vois, tu comprends que l'évolution des rapports entre l'homme et la femme est quelque chose qui est un fait historique. Quel est le meilleur des régimes? C'est pas à moi à le déterminer, c'est aux gens à le déterminer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une société libre et ouverte, où le désir est roi et où les gens peuvent s'adonner à toute une série je dirais, de relations sans aucune forme de responsabilité, selon moi, est le pire des régimes pour la femme. Parce que tout simplement, c'est un régime où l'homme peut jouir sexuellement à souhait sans aucune forme de responsabilité, tu vois. Et je ne pense pas que ce soit le meilleur des régimes pour les femmes en tant que telles. Alors, je ne suis pas du tout en train de promouvoir, comment dirais-je, la société arabe du 7e siècle, mais je ne pense pas que la société libre et ouverte telle qu'on la conçoit aujourd'hui, où les gens peuvent avoir des rapports sexuels sans aucune forme de responsabilité, soit fortement à l'avantage des femmes, personnellement. Tu vois, et ça, c'est plus, on va dire, ma position personnelle par rapport à ce que j'ai pu observer en thérapie de couple et par rapport à la psychologie sociale, tu vois. Mais ça, c'est une opinion personnelle plutôt. Ça n'a plus rien à voir avec la religion, tu vois. Ah oui, mais de toute façon, en Europe, cette polygamie dont tu parles n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation qui est officielle et il y a une autre qui est non officielle, entre guillemets. C'est-à-dire que tu pourras jamais faire appliquer la loi, puisque la loi ne reconnaît pas ce régime, tu vois. Donc, globalement, en fait, cette question ne se pose même pas. Si la loi l'interdit, ben, tu peux être éventuellement dans deux relations ouvertes, tu vois, ou dans deux relations que tu détermines toi avec ton partenaire. Maintenant, islamiquement parlant, à partir du moment où les avis religieux vont dans le sens du fait de respecter la loi des pays, ou en tout cas, voilà, ça pose un problème, bien évidemment. Alors moi, je ne suis pas là pour dire comment les gens doivent agir
à titre individuel sur ces questions-là. C'est à eux de le déterminer, mais je pense que tout ce qui se fait doit se faire en tout état de cause et en étant le plus honnête possible avec nos partenaires. Parce que si c'est pour se retrouver dans des situations où tu passes ton temps à essayer de jouir sexuellement en mentant à ton partenaire quant à tes intentions, par exemple, et quant à ce que tu peux apporter, ben, clairement, tu vas créer des dégâts. Surtout quand c'est fait au nom de l'islam, tu salis plus que ton nom, tu salis l'islam aussi. Tu vois. Donc il faut être très prudent parce que quand quelqu'un, on va dire, commet on va dire, une erreur ou une bêtise et il le fait en son nom, à la limite, c'est lui qui est à blâmer, tu vois. Mais quand une personne utilise un langage religieux pour justifier son acte et que par la suite, il s'avère qu'il s'est comporté d'une manière exécrable, il ne salit plus que son nom, il salit également le principe qu'il a utilisé pour éventuellement justifier son acte. Et là, c'est beaucoup plus grave, tu vois. Voilà.